Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Pour l'épisode 5 de la série Aux aidants, nous allons retourner explorer les enjeux financiers pour les aborder sous l'angle de notre argent à tous. On ne s'en rend pas compte, mais nous avons un vrai pouvoir d'influence grâce à notre argent, que ce soit à travers notre compte en banque, notre épargne, nos consommations ou tout simplement notre rapport à ce dernier. Julien Vidal, fondateur du mouvement Ça commence par moi, vient de sortir un livre sur le sujet intitulé « Redonner du pouvoir à son argent ». Nous allons discuter ensemble de comment, en tant que citoyens, nous pouvons changer la donne et accélérer la transition en utilisant mieux notre argent, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour Julien. Salut Jean-Philippe. Alors Julien, tu es le fondateur du mouvement Ça commence par moi, dont l'objectif est de redonner aux gens le pouvoir de changer le monde à leur échelle. Tu tiens une chronique sur Uzbek Erika, anime le podcast 2030 Glorieuse et a fait plusieurs vidéos de sensibilisation que l'on peut retrouver sur Brut et ailleurs. On peut dire que tu es très engagé dans la transition et tu essaies depuis plusieurs années de montrer de manière positive comment les gens peuvent s'engager à leur tour. Tu viens de sortir ton 3e livre, Redonner du pouvoir à son argent, dans lequel tu montres comment on peut tous s'engager grâce à nos comptes bancaires et à notre épargne. Alors je te propose qu'on en discute ensemble aujourd'hui, mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Avec plaisir. Et quand je t'entends comme ça récapituler un peu mes activités des dernières années, je me dis que je suis quand même un peu super actif, quoi, hyper actif, pardon. Et que de voir tout ça là enchaîner l'un à l'autre, ça fait toujours bizarre parce que finalement, je fais que de tirer un fil que j'ai l'impression est infini depuis longtemps maintenant. Si on revient un peu, ça date peut-être de début des années, 2009-2010 où, j'entends pour la première fois parler du jour, du dépassement. À ce moment-là, je partais pour ma première mission de solidarité internationale en Colombie. Puis ensuite, j'ai enchaîné 2 ans plus tard avec les Philippines et en fait, j'ai fait un glissement de l'urgence, sociale et économique vers une urgence écologique, que, j'avais, occultée ou pas estimée à sa juste valeur jusqu'à présent. Et aux Philippines, qui est un pays particulièrement touché par le dérèglement climatique, là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est sans doute, d'une certaine manière, un peu le super combat qu'on va avoir, dans les décennies à venir». Et donc, en fait, tout est lié à ça. Et donc, plutôt que de continuer à travailler à résoudre les conséquences, en fait, il faudrait mieux que j'essaie de m'attaquer directement aux causes d'un système, mondialisé, qu'on peut appeler un peu comme on veut, heu surconsummériste, libéral, thermo-industriel, et cetera, qui fait qu'en fait, chaque chose vivante est devenue, une occasion de créer de la richesse et en fait est utilisée pour, faire tourner la grande machine du capitalisme, dit un peu rapidement. Et en fait, du coup, c'est nous occidentaux et en particulier français qui sommes censés être, comblé par ce système. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu en France et en rentrant en France, je vois que non seulement on n'est pas comblé, mais qu'en plus on est malheureux. Je vois dans ma famille, dans mon entourage, mes amis, des gens en quête de sens, des gens, qui ont l'impression, d'avoir été dépossédés de leur vie d'une certaine manière. Et c'est comme ça que je me dis: «Bon, en fait, allez, vas-y, plutôt que de continuer à aller balayer, chez les autres, je vais commencer à le faire devant ma porte». Et là où j'étais un peu tout neuf sur ces sujets écologiques, j'avais besoin de le sentir dans ma chair. Du coup, j'ai dit: «Ça commence par moi d'agir déjà, ça commence par moi de voir jusqu'à quel point je peux, être ambitieux dans mon changement et idéalement même devenir ambassadeur de changement». J'ai lancé «Ça commence par moi», qui est aujourd'hui un mouvement, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est sûr, pour, casser un peu les silos, qu'on voit fréquemment sur ces sujets-là. Et surtout, réussir aussi à dépasser les conversations que je trouve un peu frustrantes et contre-productives, qui sont, action individuelle versus action collective, action, d'alternative, de construction, et cetera, versus, désobéissance et résistance, pour montrer qu'en fait on pouvait tout faire et que, non seulement c'était libérateur, mais en plus, ça avait un vrai impact. Alors moi, je t'ai connu à travers tes vidéos il y a quelques années maintenant. J'écoute régulièrement ton podcast 2030 Glorieuse. Et c'est vrai que
Bah, j'ai eu aussi envie de t'interviewer parce que je trouve que tu as une manière d'approcher les choses qui est très positive, qui change un petit peu, du côté très effrayant, que certaines personnes peuvent avoir, qui parfois est démobilisateur. En tout cas pour beaucoup de gens, c'est le ressenti qu'ils m'envoient et justement, toi, tu pousses à l'action, tu donnes toujours des pistes, des manières de faire des choses et je trouve ça très chouette et justement, bah, là, par rapport à l'épargne, à l'argent, qui est un sujet finalement énorme, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment, chacun d'entre nous, à son échelle, peu importe finalement la somme qu'on peut avoir en épargne sur un compte bancaire, on peut s'engager grâce à ça. Tout à fait. Du coup, je te propose que dans un premier temps, tu nous expliques un petit peu, bah, quel est le pouvoir en fait de nos comptes bancaires, de notre épargne? Parce que finalement, je pense qu'on n'est pas tous au courant que, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui et que c'est grâce à ça que le système financier quelque part fonctionne. Et puis après, on verra justement un peu, bah, comment s'engager grâce à ça. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais, sur ce côté, je sais plus quel mot tu as utilisé, positif, optimiste, pour caractériser, mon discours. Mais c'est sûr que, hem, je pense que on doit être honnête et transparent, vis-à-vis, des données qu'on accumule et de la compréhension du monde, qu'on arrive à affiner. Moi, je suis comme toi, je lis énormément, j'écoute, beaucoup d'autres podcasts, j'ai vu un nombre incalculable de documentaires et j'essaye de tous les jours de développer ma compréhension, du système Terre et de l'évolution de notre société et de son impact sur le monde et à la fois, je pense que réussir à dire que rien n'est joué, ça reste, presque une sorte d'ascétisme intellectuel parce que le défaitisme est trop facile. Je trouve que le pessimisme est presque, une sorte de confort, dans l dans ouais, dans le fait d'abandonner, l'imprévisibilité, de l'humanité et de nos capacités à nous mobiliser, à agir et à pouvoir contrebalancer un système qui, pour l'instant, fait tout pour nous faire aller droit dans le mur. Les personnes qui, nous disent: «Ça y est, on a déjà perdu», je trouve que c'est un raccourci terrible et aussi un manque d'ambition, qui montre qu'en fait, ben, elles ont décidé d'abandonner avant même, d'avoir joué la partie. Parce que personne dans ce monde est capable d'appréhender, la complexité de notre système et la complexité, enfin du système Terre d'un côté, de notre vaisseau spatial et la complexité de notre société et de nos mécanismes sociaux. Parce qu'on est tellement, nous, imprévisibles, tellement complexes dans nos relations à l'autre qu'en fait, effectivement, souvent, on montre le pire de nous-mêmes, mais dans des rares cas, on est capable de soulever des montagnes et de faire des choses absolument imprévisibles et miraculeuses et d'accepter, cette partie, d'imprévisible. Je pense que c'est aussi un devoir, presque moral qu'on a, nous, sur, les prochaines décennies et pour les générations à venir et c'est pour ça que en fait, sachant que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, je préfère faire du cadeau de ma vie, un un vrai cadeau justement, d'en profiter au maximum, tout en étant très conscient qu'on est dans une situation qui peut faire peur, qui peut démobiliser et qui, est beaucoup moins confortable, que, si on avait été dans cette même situation il y a, plusieurs dizaines d'années en arrière. Quand on parle, des sujets climatiques, hein, je te parle pas d'autres sujets, sociaux, géopolitiques, et cetera. Ceci étant dit, moi je le vois en fait comme une libération extraordinaire. On a un grand mouvement, on a une grande crise, qui, court depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui est en train de s'accélérer et dont on voit, plein d'incarnations en ce moment, sanitaires et économiques et nous, soit on peut regretter tout ce qu'on a perdu, soit, reprendre le joystick pour, décider d'aller vers, une nouvelle position qu'on pourrait du coup, gagner, qu'on pourrait, en fait, réussir à voir comme, meilleure que ce qu'on a laissé. Je comprends que ça soit pas évident parce qu'en fait, on nous demande de lâcher une branche à laquelle on s'était habitué pour aller vers une, branche qu'on ne connaît pas encore et qu'on va peut-être même devoir lâcher encore après. Mais voilà, moi je voulais dire que ce mouvement-là, si on l'accepte, si on arrête de lutter contre et ben, en fait, on peut aller vers quelque chose d'autre, qu'on aura décidé et c'est une formidable opportunité. Ça fait 4 ans
que je creuse, les sujets, éco-citoyens à 100, mais en fait, c'est des choses, qui m'intéressent depuis, plus longtemps et plus je creuse et plus je reviens encore et encore vers un sujet, la manière dont on gère notre argent, le système financier. C'est fou à quel point c'est le robinet de notre société et de notre économie actuelle. À quel point le système financier, tout au long de ses évolutions, il a mené à ce piège dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement de dérégulation, il y a eu tellement, d'agglomération qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une roue qui va de plus en plus vite et on ne sait même plus pourquoi et si on regarde un peu et si on détricote, notre manière de vivre, on se rend compte qu'en fait, ben, il y a quand même énormément, de choses qui sont construites pour alimenter un système financier qui cannibalise toujours plus de richesses, toujours plus d'énergie, toujours plus de vie et qui, a perdu absolument toute humanité. Et donc pour répondre à ta question après un large détour et que je m'en excuse, mais en fait, la manière dont on gère notre argent, nous, en tant que citoyens, c'est tout simplement le levier le plus impactant qui est à notre portée pour faire 2 choses primordiales. La première, c'est couper le robinet de l'ancien monde pour arrêter de faire tourner une machine qui, encore une fois, ne fait que créer des catastrophes, pour ouvrir un autre robinet et c'est ça que j'aime bien, c'est montrer qu'on peut arrêter quelque chose pour alimenter autre chose de plus vertueux, plus durable, plus éthique, qui sont en fait, les entreprises de demain, qui sont, les modes de vie résilients de demain et ça, on peut en reparler, plus en détail en fonction de tes questions. Alors oui, sur le système financier, j'ai interviewé récemment, Gilles de la chaîne, YouTube Eureka, qui fait de Ouais. la vulgarisation justement, sur ces sujets et bah, alors l'interview n'est pas encore sortie, mais il nous donnait beaucoup, beaucoup, d'éléments sur en fait, heu, l'inintérêt, je dirais en fait du système financier actuel, pour réellement en fait financer des projets d'avenir. Mmh. Hem, Après sur l'épargne et les comptes bancaires, j'aimerais revenir avec toi, sur la un petit peu sur, finalement les mécanismes pour que tout le monde comprenne bien un peu déjà, bah, où va cet argent? Comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, bien sûr. De manière très simple, vous allez le voir, hein, et tu vas le voir, je peux pas m'empêcher de faire des métaphores pourries pour à peu près tout et donc le compte en banque, nous, on le voit, je crois, hein, pas mal, comme, le coffre-fort qu'il y avait, dans Lucky Luke, tu sais, dans ces, petits villages du Far West où, en gros, il y a une maison en bois, une cabane presque, où on a au milieu un gros coffre-fort bien épais, bien lourd, qu'on ouvre, pour faire entrer de l'argent et qu'on, réouvre pour en refaire sortir. Nous, on dépose notre richesse et cette richesse, elle va être soit prêtée à d'autres épargnants, qui vont ensuite rembourser avec intérêt, soit, qui va nous être, rendu de temps en temps et en gros, on paye une taxe pour, la sécurité, de ce dépôt parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, on pourra revenir et l'argent sera là. C'est quand même autrement plus sécurisé que sous notre matelas, puisqu'on peut nous le voler, la maison peut brûler et cetera et cetera. On pense encore, je pense, si tu poses la question et je l'ai fait, on est un peu dans ce modèle-là. On a un peu l'impression qu'en fait les banques, elles utilisent notre argent pour faire, des crédits, potentiellement à des entreprises, hein, pour complexifier un peu les choses, mais que finalement elles vivent des intérêts, elles vivent, du système de facilitation, bancaire qu'elles ont créé et pour lequel elles nous ponctionnent une petite somme d'argent. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. Avant, il y a très longtemps, c'était comme ça, mais en fait, depuis que les banques de dépôt, elles ont été mixées, fusionnées avec les banques d'investissement, en fait, à chaque fois qu'on ouvre un compte en banque dans une banque, on leur donne effectivement nos maigres, revenus, et en plus, on leur signe une sorte de chèque en blanc pour qu'elles puissent générer de la valeur et prêter sur notamment les marchés financiers à des, grandes entreprises mondialisées et en fait faire, fructifier cet argent au point que pour chaque euro qu'on prête, de mémoire, mais il faudrait revérifier le chiffre, c'est 80 € qu'elles peuvent créer. Et cet argent-là, il va être créé pour refaire de l'argent et en général, l'argent qui fait de l'argent, c'est pas pour financer, des projets, écologiques, durables, qui vont, améliorer, notre, vivre ensemble. C'est au contraire pour financer des activités qui auront, un impact, à très court terme économiquement intéressant, mais aussi, tout à fait climaticide, parce que, ça va être, je dis n'importe quoi, de la production,
de soja, pour le bétail élevé au Brésil. Ça va être, du coup, avec la déforestation qu'il y aura liée à ça, ça va être la production de gaz de schiste au Canada, ça va être et cetera et cetera et souvent, en fait, l'argent est utilisé, par le système financier pour financer soit des activités, qui sont, du coup, avec une empreinte écologique terrible, soit pour financer, de la dette et entraîner la machine vers toujours plus, 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 plus et ça, c'était, en 2008, le cas, qu'on a tous vécu, bon de mille manières, mais moi ça m'a vraiment choqué, de voir, qu'on poussait, dans tout un tas de pays et notamment les États-Unis à la surconsommation des gens qui n'avaient pas d'argent et qu'en fait, on crée une sorte de pyramide bancale où, les, prêts des uns, remboursaient, les emprunts des autres et cetera et qu'en fait, à un moment, cette bulle, elle explose et que ça montre, que le système de surconsommation, en fait, il est payé par tout le monde et personne en même temps et ça laisse des vies, complètement fracassées. Alors c'est ça qui est très difficile à comprendre, je trouve, c'est que, on a l'impression, comme tu le disais, que, l'argent qu'on va déposer sur nos comptes bancaires ou qu'on va épargner, c'est finalement cet argent-là qui va être prêté et investi, dans, différents secteurs qui, justement, peuvent être mortifères, climaticides, comme tu le disais. Alors que c'est pas le cas, puisqu'en fait, les banques ont la possibilité de faire de la création monétaire, c'est-à-dire de créer de l'argent magique par une Ouais, seule ligne écrite, c'est ça, sur un ordinateur et qui n'a rien à voir avec les montants que nous on a donnés. En absolument. en revanche, ces montants servent à, une sorte de dépôt, c'est ça, minimum qu'elles doivent avoir pour pouvoir faire ça? Oui, c'est ça. Oui, D'accord. c'est ça. En fait, d'une certaine manière, on leur donne, le tampon qui va leur permettre de valider ensuite la création monétaire. Un raccourci, serait celui-là et de dire que finalement, à partir du moment où on met une pièce dans la machine, ensuite on les laisse jouer la partie. Et c'est donc pour ça que, les banques se battent pour avoir, justement des comptes ouverts, chez elles, pour avoir cette possibilité, enfin ce tampon quelque part, qui derrière va leur offrir des possibilités d'investissement. Absolument. Alors, je trouve ça particulièrement, intéressant maintenant qu'on a compris que les banques, en fait, n'utilisent pas directement, notre épargne et l'argent que l'on met, mais que ce tampon, il est utilisé comment? Alors, tu disais vers des actions qui sont parfois néfastes pour l'environnement, pour les humains et cetera, mais c'est quoi ces actions, en fait? Ouais, qu'est-ce qu'ils font avec, ces investissements? Ça, franchement, il y a des associations notamment qui font ce travail, de transparence beaucoup mieux que moi. Je vous invite à aller regarder le travail notamment des Amis de la Terre et d'Oxfam, qui montrent, les investissements climaticides, des grandes banques françaises et qui, sont capables surtout de mesurer, cet investissement. Il y a un rapport d'Oxfam de 2018 mais qui va bientôt être réactualisé avec, beaucoup plus de finesse et aussi, un calculateur qui permettra à chacun, de faire le calcul en fonction de sa banque, de, ses plans d'épargne et cetera, en fait, qui montre que, déjà rien qu'en 2018, hein, mais ce sont des secteurs qui vont vite, qui évoluent vite et on voit qu'en plus les Français épargnent en ce moment énormément. Donc je vous disais, rien qu'en 2018, les 4 plus grandes banques françaises, elles ont, par leurs investissements et leurs activités de financement, heu permis, permis d'émettre plus de 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Ça dit rien comme ça, 2 000 de tonnes. On se dit que c'est beaucoup, mais on n'arrive pas à le mesurer. C'est tout simplement 4,5 fois les émissions du territoire français dans la même année. Ce qui veut dire qu'en fait, les 4 banques françaises, elles ont, un impact, environnemental 4 fois plus grand que le territoire français. C'est extraordinaire et donc, là, encore une fois, je vous invite à aller voir le travail d'Oxfam, le travail des Amis de la Terre. Mais ça va être, principalement à cause d'activités, qui sont dans les énergies fossiles, parce que le charbon, parce que le gaz de schiste, parce que, le pétrole et cetera, qui sont, les activités, les plus, climaticides. Tout à l'heure, je vous parlais, de soja. J'aurais pu vous parler de pâte à papier, j'aurais pu vous parler d'élevage, de bétail et cetera aussi. Parce qu'en fait, ça, c'est souvent, des activités, qui impliquent de la déforestation et la déforestation, c'est quand même 11 des émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. Donc ça, encore une fois, qu'on montre que, soutenir une entreprise qui lance un vaste plan de développement dans le bétail, ça a un vrai impact écologique. On se rend compte que l'activité d'investissement d'une banque, c'est loin d'être, rose. Tu disais tout à l'heure, on donne un tampon pour que les banques puissent continuer à faire ça. Il y a des activités, qui sont, elles,
simplement de financement qu'ils le font. Mais elles ont, d'autres mécanismes pour avoir de l'argent, et ça passe pas par, nos tampons à nous. Donc, autant, se ressaisir de ce pouvoir dont on n'a pas conscience et donc qu'on laisse complètement, libre, à des personnes qui sont bien souvent, intéressées par, le simple bénéfice, financier à court terme plutôt que le sort de la planète. Et alors, comment est-ce qu'on fait en fait, puisqu'on a plus ou moins tous besoin d'un compte bancaire? Donc, c'est où est-ce qu'on met son argent? Il y a une banque qui est meilleure qu'une autre, Mmh. Bah, tu vois, ça fait, 15 minutes qu'on parle là, un peu plus et déjà, on se rend compte que dessiner les contours, de ce sujet-là, de ce secteur avec, sa complexité, avec, toutes ces imbrications, c'est très, très compliqué. Donc j'aurais tendance à dire que le 1er travail, c'est d'aller se renseigner et donc le site internet, enfin la chaîne YouTube pardon d'Eureka, le site internet, des Amis de la Terre, d'Oxfam comme je vous le disais, mais aussi de Finansol, de Novetic, enfin il y a tout un tas de de d'organisations, d'experts qui font un travail de vulgarisation sur ces sujets et il est hyper important d'avoir cette recherche, presque pédagogique, pour, se saisir et s'approprier ces sujets et se créer sa propre compréhension. C'est pour moi la base de la base. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. C'est 60 pages, hyper sourcées, avec des chiffres, avec, tout un tas de renvois vers des rapports, avec plein de choses pour qu'en gros on puisse, heu, commencer à tirer le fil de la compréhension du milieu bancaire, et aller beaucoup plus loin ensuite, le dépasser parce qu'en 60 pages, on peut pas dire grand-chose et se rendre compte que en fait, le sujet de l'argent, c'est littéralement, le sujet le plus important dans nos vies, je le disais tout à l'heure, parce que c'est oui, un chèque en blanc qu'on signe, pour, les, autres enfin, auprès des banques, mais en plus de ça, c'est l'orientation de notre vie et le rythme qu'on lui donne. C'est ma grand-mère qui disait toujours, ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière. On a l'impression que c'est une phrase jetée en l'air comme ça et pourtant, il y a tellement de gens qui dédient leur vie à gagner de l'argent, plutôt que de vraiment vivre cette vie. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, sur notre lit de mort, à de q enfin, de quoi on se souviendra vraiment? Et quelle place, si on avait eu le choix, on aurait vraiment voulu donner à cet argent? Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est non seulement le fluide qui alimente notre économie, mais c'est aussi un but et ce but dans la vie, à la base, quand l'argent a été créé, quand la monnaie d'échange a été créée, c'était pas du tout ça. Et c'est moi le postulat du bouquin de dire en fait: «Remettons l'argent à sa place», c'est-à-dire non plus comme une finalité, comme la mesure de notre succès et donc de notre bonheur, alors qu'en fait, plus on en accumule et plus on en a besoin et on se compare toujours à quelqu'un de plus riche que soi. Mais en fait, utilisons-le comme un moyen d'échange et de créer du lien. Et donc l'argent, quand il est bien utilisé, peut être, un formidable accélérateur, d'interconnexion et de résilience, non seulement pour les sujets écologiques. On parlait de la banque et de notre compte qu'on est un peu obligés tous d'avoir dans ce système-là, mais, plus loin et dans quelques années, on sera très content d'avoir une monnaie locale complémentaire, dans notre ville. Parce que si jamais, l'euro, est chahuté et ben, en fait, on pourra, très rapidement, avoir une monnaie, qui est stable, qui est, développée, qui est, légale et qui permettra de continuer à avoir des échanges pour, nous assurer, l'accès aux besoins, et aux matières, les plus importantes pour continuer à vivre. Et donc pour répondre à ta question, effectivement, il y a des banques qui sont plus vertueuses que d'autres. Je dirais même, pour avoir pas mal creusé le sujet, il y a des banques qui sont moins nocives que d'autres parce que le système, en fait, est tellement verrouillé pour, de l'immobilisme que, la banque parfaite n'existe pas. Je pense qu'elle n'existera jamais, mais que du coup, les banques, même les plus engagées, les plus vertueuses, sont obligées tristement de jouer le jeu, d'avoir certaines certifications et donc de dépendre d'autres groupes et en fait, on se retrouve, avec, des situations qui sont jamais parfaites mais l'urgence est telle que l'imperfection ne peut plus légitimer l'inaction et donc si, pour vous la faire courte, si vous voulez, donner du sens à votre argent et que vous avez l'opportunité de changer de banque, ce qui est normalement facilité depuis quelques années, ouvrez un compte courant vers le crédit coopératif, mettez votre épargne à la nef ou dans un mouvement citoyen comme Énergie partagée, Terre de liens. Peut-être que vous avez entendu parler de Mimosa, de Lita.co pour soutenir les entreprises du secteur de l'ESS, etc., etc.
Ouais, c'est marrant, moi j'avais lu le rapport justement des Amis de la Terre il y a quoi? 2-3 ans je crois, et c'est comme ça que j'avais vraiment réalisé, l'impact de mon argent. Alors j'avais un peu d'épargne et je m'étais dit: «C'est quand même dingue en fait de le laisser». Alors à l'époque j'étais chez une des principales banques françaises et du coup j'ai tout mis à la nef, aussi, à partir de maintenant, et c'est vrai que je me sens très heureux par rapport à ça. Mais au-delà du placement et du compte bancaire, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, alors sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, hein, bien entendu, mais comment est-ce que, on peut agir en fait, à notre échelle? Oui, tu vois, tu parles de la nef. Bah, en fait, la nef, là, en ce moment, c'est hyper important d'y aller parce que ça va leur donner un volume supplémentaire pour peut-être un jour pouvoir ouvrir un compte courant parce qu'en fait, ils bataillent avec, une rigidité, administrative qui, pour l'instant, leur empêche de pouvoir, offrir des comptes courants aux particuliers. Il y en a qui sont, disponibles pour les professionnels, mais il faut savoir que la nef, par exemple, eh ben, ils ont pour l'instant, trop d'épargne et pas suffisamment de projets à financer et donc une partie de l'argent, je ne sais plus quelle somme et quel pourcentage, est, derrière, remis, si je dis pas de bêtises, au groupe, BPCE, qui est du coup Banque Populaire Caisse d'Épargne, et normalement utilisé pour, des projets écologiques. Mais tu vois, en fait, il y a aucune situation, aucune banque qui est parfaite. Le crédit, coopératif, ils ont eu besoin, de, passer sous le giron, de ce même groupe BPCE pour pouvoir, délivrer, des comptes courants parce que sinon, en fait, ils étaient bloqués. Bref, et donc tu te rends compte à quel point le système, il est verrouillé et il est complexifié pour faire en sorte que les initiatives vraiment durables, ne voient pas le jour. Et maintenant qu'on a mis de côté une bonne fois pour toutes ce sujet des comptes, d'épargne et des comptes courants, effectivement, on a aussi tout un tas d'argent qui, circule dans nos mains tous les jours et ça aussi, c'est hyper intéressant de réfléchir à comment on l'oriente cet argent parce que, si, on est engagé, pour, tous les sujets écologiques et que derrière, eh ben, en fait, on fait nos courses et qu'on remplit, nos paniers, Carrefour de, grandes marques, internationales comme, Unilever, Coca-Cola Company et cetera. On imagine bien que derrière, la en finalité, l'argent, il va pas aller, principalement dans les mains des producteurs, mais, des actionnaires et ça aussi, ça pose la question de comment on veut utiliser notre argent et donc il y a plusieurs mécanismes. Je vous parlais tout à l'heure de la monnaie locale complémentaire. Il y en a aujourd'hui environ une centaine en cours de construction ou déjà existantes, sur le territoire français, dont certaines qui sont très, très actives, comme l'Eusko par exemple dans le Pays basque, mais la Gonette à Lyon marche pas mal, à Montreuil, il y a la pêche, il y en a un peu de partout et ça je vous invite à aller, vous renseigner, dans votre ville pour voir s'il y en a une à côté de chez vous. C'est intéressant parce qu'en fait, une monnaie locale, ça existe maintenant depuis la loi Hamon, donc ça fait plus de 6 ans si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2014 l'année de création, mais il faudra vérifier et c'est un, Neuschko par exemple ou une gonette, est égal à 1 €. Il y a des mécanismes qui peuvent empêcher, aux gens, d'avoir envie de garder cet argent et de le faire circuler et du coup leur donner envie plutôt de le faire circuler, comme les mécanismes de monnaie fondante et cetera, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais surtout ce qui est intéressant, ils ont fait le calcul pour la sole violette qui est à Toulouse et dans les environs. En fait, une sole violette, ça circule plus de 6 fois avant de revenir à son origine. Un euro, en fait, il circule 2 fois avant de, revenir, dans un compte en banque et ça montre que là, la monnaie locale complémentaire, elle est vraiment faite pour créer ce lien, pour être échangée, plutôt que pour être thésaurisée et donc d'enrichir, ceux qui ont déjà, le maximum, des revenus et ça, rien que ça, c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'ose, faire aussi dans le livre, c'est questionner 2 trucs qui me paraissent fondamentaux. J'ai dit trucs, c'est, et d'une nos vrais besoins. Quels sont vraiment nos besoins? Plutôt que de se dire: «Ah bah tiens, en fait, c'est très bien, je vais avoir le plus gros salaire comme ça, je vais pouvoir dépenser tout cet argent» et puis se me rendre compte qu'en fait, au bout d'un moment, je le normalise et donc je vais avoir besoin d'encore plus d'argent parce que j'aurai eu des nouveaux besoins et tout ça. C'est de se dire: «Mais attends, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quels sont si je pouvais vraiment choisir en conscience, en ayant sorti pendant un petit moment la tête de l'eau, mes vrais besoins, ceux qui me font vraiment du bien, de combien j'ai besoin au niveau financier pour pouvoir assurer cette vie heureuse et souhaitable. Et donc c'est les écolo-humanistes qui sont à Lyon qui le proposent de calculer son RIB, son revenu induit par ses besoins, de faire la liste de toutes les choses dont on a besoin. Alors bien sûr, c'est un peu la pyramide de Maslow et c'est à vous de voir, quelles sont vos priorités, mais une fois qu'on a un toit, les déplacements, la nourriture, le chauffage et cetera, les loisirs,
qu'est-ce que ça représente par mois et comment je peux travailler pour faire, correspondre, ce montant à tous ces besoins et avoir un salaire, qui permette de vivre décemment et souvent, on se rend compte qu'en fait, on peut se permettre soit de changer de métier, soit de faire un 4/5 et cetera et cetera. Donc c'est redonner une juste place encore une fois à son argent et la deuxième, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas besoin tout le temps de sortir sa carte bleue pour exister et c'est, l'idée un peu, de pouvoir dépasser ce phénomène qui fait qu'en fait, dans la société, si on veut être un bon citoyen, on doit seulement se contenter d'être un porte-monnaie sur pattes et donc voir tous les systèmes pour acquérir, échanger, utiliser différemment les choses, que ce soit, le troc, le prêt, la location, la gratuité aussi et de voir qu'en fait, il y a tout un tas d'interstices dans notre économie, dans nos sociétés qui nous permettent, d'avoir aussi accès à tout un tas de choses sans forcément passer par la case consommation, par la case propriété qui fait qu'on a toujours besoin de plus de ressources et qu'on encombre, nos étagères de tout un tas de trucs, dont on a, en l'occurrence, quasiment jamais besoin. Et donc la gratuité, c'est aussi, en fait, encore une fois, remettre l'argent à sa juste place et je pense que ça fait du bien dans une société où, on nous a toujours appris à vouloir posséder, 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 alors qu'en fait, là encore, les valeurs d'entraide, de solidarité qu'on a vraiment largement vu, pointer le bout de leur nez ces derniers mois, elles ont, quand même une capacité de résilience, qui est, hautement plus intéressante, dans les décennies à venir. Alors j'adore parce que quand tu commences à tirer justement la pelote de laine de l'argent, tu te rends compte que c'est connecté à peu près toutes les activités, de notre vie. C'est ça. Et que du coup, en fait, ça t'appelle à, comme tu le disais, à te poser des questions sur, en fait, ta consommation, sur quel est vraiment, le sens de ta vie, enfin, faire de l'introspection sur toi-même, par rapport à, oui, ce dont tu as besoin, mais ce que tu souhaites aussi. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, alors c'est des gens à Lyon, c'est ça, qui ont développé ça, le RIB, tu disais? Oui, c'est ça. Les écolos humanistes. Les écolos humanistes, je trouve ça absolument génial et il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées qui m'en ont parlé pendant leur parcours de vie aussi. Le fait de vraiment lister ses besoins, heu, pour se rendre compte en fait qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Ça c'est un vrai choc aussi, quand on le fait, enfin pour de vrai quoi. Parce qu'on se fait souvent, avoir par des mécanismes en se disant: «Ouais, il me faut au minimum», je dis n'importe quoi, mais 3 000 à 4 000 € net pour bien vivre. Alors qu'en fait, pas vraiment. Ah bah, j'espère qu'il faut pas 3 000 à 4 000 € net pour bien vivre, mais effectivement, ce que tu pointes du doigt, c'est que, en fait, nous, on est des animaux sociaux par excellence et donc on vit un peu par mimétisme, par habitude. On duplique ce qu'on voit autour de nous, et c'est vraiment tout le cœur de «Ça commence par moi», c'est de permettre aux gens de sortir du mode pilote automatique où, en fait, on a copié tout un tas de choses. On s'est construit nous-mêmes notre radeau, d'habitudes, qui nous font tenir et qu'on à force, de mettre en place dans notre quotidien, on a l'impression qu'elles nous appartiennent et qu'elles viennent vraiment de nous, ces habitudes, alors qu'en fait, souvent, c'est une sorte de vague copier-coller, qu'on a fait, un peu, comme on pouvait en fonction des exemples qu'on avait autour de nous et que quand on décide de regarder le radeau de notre vie différemment et peut-être d'enlever certaines pièces, peut-être d'en changer, peut-être, d'en déplacer pour, cette fois avoir vraiment la sensation en se responsabilisant de décider comment peut être notre vie à l'image de nos talents, de nos envies, du moment dans lequel on est, que ce soit professionnel, familial et forcément du contexte, sociétal et écologique, mais c'est libérateur. On a l'impression que ça fait un peu peur de se poser autant de questions, de devoir ouvrir le capot, mais au contraire, on comprend, on s'assume, on décide vraiment. C'est pour moi un peu, un passage à l'âge adulte qu'on n'aurait jamais vraiment vécu dans nos sociétés, adolescentes, ad vitam aeternam, tu vois? Et donc le sujet de l'argent, là où on peut rentrer juste avec, la question écologique parce qu'en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on a plus de 10 000 €,
à la banque, et ben, ces 10 000 €, ils vont émettre autant de CO2 que toutes nos activités dans l'année, c'est-à-dire environ 10-11 tonnes de CO2, et ça, on ne le sait pas. Et donc moi, quand je dis aux gens, mais arrêtez de vous batailler avec les trois pailles en plastique que vous n'arrivez pas à éradiquer de votre quotidien, et changez de banque une bonne fois pour toutes, et après, vous pourrez boire autant de cocktails avec 10 pailles en plastique jusqu'à la fin de vos jours. En fait, on s'en fout de ces sujets-là. C'est très important parce que visible, mais en fait assez dérisoire par rapport à l'énergie qu'on peut y mettre. Euh, on se rend compte que, effectivement, comme tu le dis, le sujet de l'argent, il est au cœur de nos vies, et que et ça peut être vu comme un piège, mais qu'au contraire, à partir du moment où on le regarde différemment, et c'est le postulat de mon bouquin et de ma démarche ces derniers mois, ces dernières années même, en fait, c'est vraiment un pouvoir extraordinaire qu'on a dans nos mains. Et donc, non seulement, encore une fois, on peut couper le robinet de cet ancien monde et arrêter de faire que cette machine, elle tourne à vide à 10 000 à l'heure, et en plus, décider en conscience de soutenir des initiatives qui ont tellement besoin de notre soutien financier, c'est sûr, et puis après en temps, en réputation, parce qu'on va pouvoir en parler, on va pouvoir faire circuler ces bonnes pratiques autour de nous. Mais de dire qu'on va avoir nos économies qui vont pouvoir soutenir le développement de nouvelles épiceries vrac, de nouveaux ateliers de réparation de vélos, de nouvelles centrales locales de production d'énergie hydraulique, etc., etc. Enfin, ça a quand même tellement plus de sens. Oui, et je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis par rapport aux ordres de grandeur, puisque il y a quelques actions comme ça, quand on veut s'engager de manière générale sur le climat, qui ont un impact énorme. Et donc là, tu le disais, c'est effectivement le compte bancaire. 10 000 €, chez BNP, Société ou Générale ou autre, c'est 11 tonnes de CO2 par an. C'est gigantesque. Et moi, je le mets en parallèle un peu avec le voyage en avion pour aller à l'autre bout du monde, en fait, où finalement, en un vol, on a anéanti à peu près tous les efforts qu'on a essayé de faire pendant le reste de l'année. Ouais, tout à fait, c'est ça. Les chiffres vont être réactualisés par Oxfam dans les prochaines semaines. Donc, les 11 tonnes, vous allez voir que, en fait, ça dépend un peu des placements, ça dépend aussi un peu de la banque, mais grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, on en est quand même là. Et donc ça veut dire qu'effectivement, oui, le pari Bali est terrible, et encore plus terrible, il y a ces 10 000 € épargnés dans un compte qu'on avait presque oublié, parce que, en fait, on les a déposés là, pour l'instant, on n'en a pas besoin, et donc on est passé à autre chose. Mais en fait, ça fait des années et des années que cet argent travaille, hein, parce qu'on fait travailler cet argent pour nous sans nous le demander, et pas pour des choses qui permettent d'aborder sereinement les décennies à venir. Alors, il y a un autre point aussi que je voulais aborder avec toi, qui est les gens qui travaillent justement dans ce secteur-là, qui travaillent dans des banques, qui travaillent dans le secteur financier. Comment on peut s'engager? Est-ce qu'on peut essayer de changer le système de l'intérieur? Franchement, on est dans une telle complexité et dans une telle urgence qu'il faut tout faire en même temps. Et donc, moi, je pense que j'aurais pas cette capacité à vouloir affronter heu, le système de l'intérieur. Je crois que depuis que je suis rentré en France, mais même avant, je vois que je suis beaucoup plus à l'aise dans la création d'alternatives pour rendre le système obsolète, parce que des alternatives extérieures, durables, éthiques, apparaissent autrement plus enthousiasmantes. Mais les personnes qui peuvent, elles, agir de l'intérieur, à partir du moment où elles vont pouvoir faire prendre aux décisionnaires des décisions justement qui soient radicalement alignées avec l'air du temps, bah là, tu enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui travaillaient à la Nef, avec qui j'avais une conférence il y a quelques semaines, qui disaient: «En fait, la Nef, c'est cacahuète comparé à une grande banque». Donc une grande banque, le jour où elle décide de mettre quelques pourcents vers des produits véritablement écologiques, bah, en fait, elle aura un impact positif bien plus fort que la Nef. Malheureusement, bon, mais pour les quelques pourcents positifs, il y en a combien de dizaines de pourcents négatifs? Mais toujours est-il que dans le bilan comptable écologique de la fin d'année, ça pèse. Et donc, tout est possible, tout est faisable, mais il faut continuer à faire en sorte qu'on soit en mouvement par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que le livre il existe, c'est pour qu'il fasse le prétexte. Et on m'a dit ça là, il y a pas plus tard qu'hier, une personne avec qui j'échange fréquemment, qui me dit: «Mais tu sais que j'ai terminé ton bouquin, la première chose que je suis allé faire, c'est de le prendre et d'aller en parler à mon conseiller du Crédit Lyonnais, je crois, si je dis pas de bêtises, ou du Crédit Agricole, j'ai oublié,
pour lui poser plein de questions. Et en fait, je me suis rendu compte que ce conseiller, il avait mais aucune idée de ce dont je lui parlais. Parce que même les conseillers bancaires, pour eux, le système est trop complexe et donc ils comprennent pas. Ils comprennent non seulement pas à quel point, c'est compliqué et à quel point leur groupe finance des choses plus ou moins obscures et climaticides, et en plus, ils ont été tellement habitués à, parler, de revenus, de taux de rentabilité qu'en fait, ils ont jamais creusé les questions, d'engagement, éthique et écologique, vis-à-vis de leur activité bancaire. Et donc là aussi, je pense que cette nécessité de pédagogie, elle est primordiale. Donc il y aurait peut-être une fresque de l'argent, à créer, pour aller former, le personnel des établissements financiers en France. C'est une super idée. Je voulais savoir si tu avais aussi des messages, à faire passer aux gens qui veulent, s'engager, des conseils en particulier. Alors on en a évoqué plein déjà, mais s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, et que tu voulais, expliciter ici? Mmh. Tu m'ouvres, une porte, et je te remercie pour ça. J'aurais tendance à faire un pas de côté et on en a un petit peu parlé déjà, mais moi, j'aurais tendance à dire, enfin, en tout cas, mon témoignage, hein, c'est vraiment pas un ordre, c'est pas une injonction, c'est vraiment un témoignage de mon expérience des dernières années. À partir du moment où j'ai décidé d'affronter, cette réalité-là et de me responsabiliser à hauteur d'être humain, hein, et on peut pas se mentir. On est à la fois rien, complètement inefficace et en même temps tout à fait primordial, chacun que nous sommes dans cette action. Tu vois, c'est une sorte de dualité permanente entre, ouais, la fragilité de nos postures et l'impérieuse nécessité qu'on se mette en mouvement malgré tout. Mais du coup, mon message, c'est de dire que là, à l'heure où, de temps en temps, changer ses habitudes, ça peut faire peur, surtout quand tout change autour de nous et que du coup, on a un peu l'impression que, en fait, il faut se battre pour, conserver certains acquis parce que sinon on a l'impression de tout perdre, qu'au contraire, les changements à venir, ça peut être vécu comme une vraie opportunité de remettre le vivant au cœur de nos vies et justement d'arrêter de vivre, nos vies en mode automatique. Le mode pilote automatique, je le vois dans les yeux de tellement de personnes autour de moi et ça me rend tellement triste, d'avoir ces conversations où finalement, d'une année à l'autre, on a l'impression qu'il y a rien qui a changé, il y a rien d'intense qui a été vécu. Alors que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la seule planète sur laquelle une vie complexe, existe. Même si là, de plus en plus, il y a des preuves qui arrivent un peu à droite à gauche, de traces de vie, mais ça n'a rien à voir avec le foisonnement que nous avons sur terre. Donc faisons en sorte que ce cadeau unique, on le magnifie, au maximum et je pense que ça commence par changer de point de vue sur ces choses. Donc apprendre à sortir de sa zone de confort, garder son esprit critique, c'est, pour moi, un peu les 2 jambes sur lesquelles il faut commencer à marcher et ensuite on s'intéresse à comment on le met en place et l'empreinte écologique et les tonnes de CO2 en moins mais il faut, à mon sens, pas que ça soit seulement un combat arithmétique parce que sinon on perd du sens et on ne sera pas capable de tenir le marathon du changement qui a besoin d'humanité, de solidarité, de créativité, de tout un tas de choses, en plus qu'un regard un peu froid, et calculateur sur, le nombre de tonnes qu'on a le droit d'émettre, jusqu'à la neutralité carbone idéalement en 2050. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement, et c'est quelque chose qui résonne aussi, beaucoup pour moi, puisque j'en ai fait l'expérience personnelle, et le moment où qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est justement quand j'ai fait ce pas de côté, que je suis parti vivre au Vietnam et que j'ai eu beaucoup de temps, devant moi pour commencer à réfléchir, à penser justement à ma vie, à mon mode de vie, à ce que j'aimais, ce qui avait du sens pour moi, et c'est là que l'engagement est réellement venu, et sans ce pas de côté, comme tu dis, sans se sortir de ma zone de confort, sans prendre du recul, il ne serait jamais rien passé. Je l'aurais pas mieux dit. On arrive, à la fin de notre entretien, Julien, je voulais, aborder avec toi une dernière thématique. Alors, j'ai cité la fresque de l'argent qu'on pourrait faire, tout à l'heure. Ces dernières années, ces derniers mois surtout, il y a pas mal de fresques, d'outils,
pour accompagner les gens qui sont sortis, notamment une des nouveaux récits. Et alors, je parle de ça parce que je sais que c'est quelque chose qui, toi, t'est cher, la création de nouveaux récits pour des futurs souhaitables, à travers 2030 glorieuse et autrement. Est-ce que tu voulais nous dire un mot là-dessus? Ça me passionne et plus le temps passe et plus j'ai envie d'en faire, j'ai envie de dédier mon énergie, à ces sujets-là. Parce que pour m'être longtemps, intéressé à comment on pouvait changer nos modes de vie, plus le temps passe et plus je me rends compte que en fait, il est hyper nécessaire, en plus d'ajouter une vision du temps long. La métaphore que j'aime bien utiliser sur ces sujets, c'est de dire: «Mais à quoi bon, troquer la voiture pour, le vélo si, on n'a aucune idée de où on va? Et quelle est la destination? Pourquoi on veut aller là-bas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner à aller là-bas?» Et donc, ce là-bas, c'est une société enthousiasmante où on va pouvoir tous vivre de manière décente et heureuse et épanouissante pour laisser, libre cours à notre créativité, à notre envie, d'altérité, de solidarité, pour passer des temps de qualité avec sa famille, s'épanouir, dans des travails, qui, apporteront des choses en plus à la société plutôt que de la dégrader et cetera et cetera. Et donc ce que je propose avec, ce podcast 2030 glorieuse, et je te remercie pour cette perche que tu me tends, c'est vraiment ce travail de lever la tête et de s'accorder sur le pourquoi, vers quoi on a envie d'aller avant de revenir dans le quotidien du comment. Parce que sinon, en fait, on va continuer, et ça fait déjà des dizaines d'années que c'est le cas, à se batailler sur nucléaire ou éolien, à se batailler sur transport en commun ou covoiturage, à parler de végétarisme ou d'OGM, enfin tellement de choses qui, en fait, s'opposent et s'additionnent en même temps, ont des points de vue tellement complexes qu'ils peuvent en fait être à un moment ou à un autre pertinents. Et donc, à partir du moment où on sera d'accord sur la destination, le cheminement, lui, je pense, sera beaucoup plus simple. Et donc les 2030 glorieuses, c'est un cap qui est suffisamment loin et suffisamment proche pour qu'on ait l'impression de pouvoir le toucher du doigt, tout en sachant qu'en 10 ans, on peut faire changer radicalement les choses, et d'oser, se dire: «Mais en fait», et même moi, je vous lance ce défi. Poser la question dans un cadre, familial, amical, professionnel, si vous avez un tout petit peu de temps devant vous avec, quelques personnes que vous connaissez, de vraiment dire: «Mais alors, si vous avez projetez-vous dans 10 ans, qu'est-ce qui fera que votre vie sera heureuse dans 10 ans?» Et laisser les gens, voilà, donner des exemples, commencer à imaginer, commencer à se projeter dans ces futurs, désirables. Vous allez voir qu'au début, c'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à ça. Nous, on a, notre imaginaire qui est abreuvé de dystopies, de films, anxiogènes, angoissants, ternes, sombres, de romans, de BD, enfin tout quand même est pesant quand on se projette dans l'avenir, ou presque tout. Et donc, il y a un peu cet entraînement et cette machine à lancer, mais en fait, très vite, on va se rendre compte que la Ferrari et la grande maison, en fait, laissent la place, à, je sais pas, un travail plus sensé, une activité artistique, remis au cœur de notre agenda, plus de temps de qualité passé avec, nos parents, nos grands-parents et nos enfants pour les accompagner sur des choses qui vraiment nous tiennent à cœur. Et je trouve que c'est assez libérateur et tellement enthousiasmant. Moi, en tout cas, c'est un peu, heu, mon énergie infinie, que j'ai réussi à trouver en faisant ces exercices, parce que quand je me projette dans ces utopies, qui sont à la fois assez éloignées de la réalité qu'on connaît et pourtant tellement proches, bah, ça me donne ensuite, heu, la motivation pour affronter le quotidien qui, particulièrement en ce moment, est pesant et peut en fait, faire en sorte qu'on termine tous, nos vies, sous nos couettes à nous gaver de séries et de produits dégueulasses, quoi. Julien, merci beaucoup pour ton témoignage. Je rappelle donc, la sortie de ton troisième livre, «Redonner du pouvoir à son argent», que j'ai pas encore eu la chance de lire, mais que je suis persuadé est vraiment exceptionnel et nous donnera les idées pour, réfléchir à tout ce qu'on s'est dit et justement, comment agir au quotidien, avec son argent, mais aussi en prenant du recul sur finalement, nos différentes activités, notre consommation, et tout ça. Et je te souhaite, bon courage pour la suite. Merci Jean-Philippe, j'étais très content d'être, du côté de l'interviewé, et c'était un super échange. Bravo pour ton travail.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!